Un thème d'étude comme celui des pestes antiques n'est pas seulement vaste et complexe, il nécessite, pour être justement compris, le recours à des perspectives multiples, à des angles de vision divers. Pour l'étude de la première moitié de la période républicaine, nous ne disposons que de sources textuelles provenant principalement des œuvres de deux historiens, Tite-Live et Denis d'Halicarnasse. Des 142 livres de l'histoire romaine de Tite-Live, seuls 25% ont survécu. Les antiquités romaines de Denis se déclinaient en 20 livres, mais à partir de 443, il ne reste que des fragments. Après la chute de la monarchie, le pouvoir fut principalement exercé par un collège de 2 consuls, aux prérogatives identiques et élus pour une durée limitée à 1 an. La première approche proposée sera doublement littérale, sans analyse critique, et littérale au sens étymologique du terme, car le nombre de lettres décrivant chaque année dans les œuvres de Tite-Live et de Denis a été relevé. Bien que les langues ainsi que les auteurs soient différents, les années où les descriptions sont soit détaillées, soit laconiques, sont assez souvent les mêmes. Un corpus des épidémies qui aurait frappé les habitants de Rome a ensuite été dressé. Même si les descriptions correspondant aux pestes peuvent être relativement, elles aussi, laconiques, certaines plus détaillées, nous avons essayé de rajouter un indice pesteux annuel. Certains récits nous fournissent des indications en termes de morbidité, de mortalité, d'impact sur diverses couches de la société ou encore sur la nature des rites expiatoires. Et il s'avère que la plupart des épisodes épidémiques auraient durement touché la population, comme les années où les charrettes n'y suffisant plus, les corps de ceux dont on faisait le moins de cas furent jetés dans les égouts ou le Tibre. Beaucoup d'années décrites succinctement furent pestilentielles. De même, lorsque l'année épidémique est évoquée avec sobriété, peu d'informations ont aussi été fournies pour l'année qui suit. Le silence après la peste, c'est encore la peste, mais cryptique. Un indice martial annuel a ensuite été rajouté. Les années sans combat étaient assez rares. Et, dans presque la moitié des cas, les armes se sont tues lors des années de peste. Environ un quart des épidémies auraient été des zoonoses. Et la majorité des pestes ayant sévi de 490 à 428 affectèrent hommes et animaux. Il n'est jamais fait mention de maladies uniquement épizootiques. Et le sens de la contamination, lorsqu'il est consigné, va toujours des animaux vers les hommes. Rien n'indique que même type d'agent infectieux aurait été impliqué, mais supposons que cela fut le cas. En 490, le pathogène tua les bestiaux, mais fut peu mortel pour les hommes, donc peut-être peu adapté à l'espèce humaine. Les 3 zoonoses qui suivirent furent funestes aux bêtes et aux hommes. Les conséquences dramatiques de la pestilence de 453 suggèrent qu'en 463, soit les survivants n'avaient acquis qu'une immunité de courte durée, soit qu'ils souffraient d'une forme d'immunodéficience.
En 433, la jeunesse aurait été particulièrement impactée. Une peste équivalente ayant sévi 20 ans auparavant, la tranche d'âge jusqu'à 20 ans devait donc être naïve immunologiquement. Près de 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. Les travaux sur l'origine du virus de la rougeole pourraient nous donner des pistes de réflexion. L'émergence de cet agent daterait du VIe siècle avant notre ère. Lors de la période d'acclimatation à l'homme, des foyers épidémiques très localisés pouvaient apparaître. D'autre part, le virus de la rougeole induit une immunosuppression transitoire et aussi une sorte de remise à zéro partielle des défenses immunitaires. En 399, l'été fut pestilentiel. Et pour tenter d'apaiser le courroux qui désolait Rome, il y eut recours pour la première fois à un lectisterne. Et pour ce banquet couché, 3 lits furent dressés, un par Père de Dieu, dont le choix reste auréolé de mystère, mais révèle diverses formes de syncrétisme religieux avec des dieux latins assimilés à d'autres du panthéon grec. Il avait déjà été fait appel à Apollon lors de la peste de 433. Lors du lectisterne, l'hospitalité fut générale. Une semaine porte ouverte jusque dans les habitations. À cette fête des voisins, même les ennemis furent conviés. Lors de la peste de 433, les Romains eurent droit au père. Au cours de peste suivante, il a été fait appel, entre autres, au père, à la tante et à la grand-mère. En 292, ils eurent recours au fils. Les peuples auraient-ils un besoin de recourir à des référents divins, ne faisant que le bien, contrairement à leur père? En effet, Esculape est essentiellement connu comme médecin, guérissant les corps et ressuscitant les morts. À une époque plus tardive, son culte rivalisa même avec le christianisme. En 292, Rome fut donc à nouveau ravagée par une peste. La consultation des livres sibyllins fit savoir qu'il fallait faire venir Esculape d'Épidore à Rome. Mais, les consuls étant occupés par la guerre, on ne fit rien à ce sujet. Cela montre qu'une peste localisée sur Rome n'interfère désormais plus avec des combats qui ont toutefois lieu à plus de 200 km de la cité. L'année d'après, des ambassadeurs furent chargés d'apporter d'Épidore la statue d'Esculape, mais ce fut un serpent, incarnation de la divinité, qui fut amené à Rome. Et la peste cessa avec une merveilleuse rapidité. Grattez derrière ces deux pestes, vous trouverez la femme, la corruptrice jamais à court de maléfices. Chez les Romains, la peste se conjugue au féminin. Les personnifications des maladies sont d'ailleurs des déesses. En 472, la pestilence affecta principalement les femmes enceintes, qui souvent rendaient l'âme en même temps que leurs fruits. Prières et sacrifices expiatoires n'apportèrent aucun soulagement. Plus tard, une Vestale fut dénoncée, Vestale qui avait souillé sa pureté, fut dénoncée, puis condamnée à être enterrée vivante. Ce châtiment fit cesser l'épidémie. La même année, la ville fut d'heureux chefs accablés par une autre peste, qui
qui ne fit cependant aucune distinction d'âge ou de sexe. Elle importa un grand nombre de personnes, mais fut de courte durée. En 331, des citoyens d'Oran périrent, presque tous avec les mêmes symptômes. Pour cette année-là, Tite-Live souligne que ces sources divergent. Soit il y aurait eu une peste suite à l'insalubrité de l'air, soit des matrones usèrent de poison. Ces matrones furent dénoncées, puis soumises à une ordalie par le poison qui leur fut fatale. L'épidémie courant, ces femmes élaboraient peut-être des mixtures à visée thérapeutique. Toutefois, il serait vain de chercher à analyser cet épisode, car probablement fictif. Certains passages présentent en effet de troublantes similitudes avec des descriptions d'événements postérieurs. L'affaire des matrones souligne que donc, l'affaire des matrones indique aussi qu'il y aurait pu y avoir véritablement une épidémie qui n'aurait affecté que les hommes des classes les plus favorisées. Et il s'agit de la Suède anglaise. Et toujours cette affaire des matrones souligne aussi qu'il aurait pu y avoir une tendance à insérer des événements fictionnels lors des années creuses. Si tout ce qui est en lien avec les empoisonnements ainsi que les doutes de Tite-Live, il ne reste qu'un passage très court, typique d'une année de peste, avec les noms des consuls, la cause supposée, les conséquences sanitaires et la réponse à apporter, le tout en une quarantaine de mots. De nombreuses fois, les rituels expiatoires se sont révélés totalement inopérants. Mais il s'avère qu'il est difficile de déterminer le moment opportun pour les initier. Il faut en effet les faire débuter lorsque l'épidémie commence à décliner. Alors seulement, l'effet Saint-Roch peut opérer. Une intervention trop précipitée et les dieux sont discrédités, trop tardive, discrédités car inefficaces, trop tardive, ils se révèlent inutiles. Les échecs les plus retentissants de ce type d'approche furent observés lors d'une peste qui dura 3 ans, ce qu'il était difficile d'anticiper. En 365, une pestilence très meurtrière éclata. L'année d'après, la peste poursuivit ses ravages et un lectisterne fut célébré. Mais cela ne calma point la violence du mal. Pour tenter d'apaiser le courroux céleste, des jeux scéniques furent ensuite organisés. 2 rituels rassemblant un très grand nombre de personnes eurent donc lieu, alors que le taux de morbidité était toujours élevé. Toutefois, après les jeux scéniques, l'immunité collective pourrait avoir été acquise, car la 3e année, il fut nommé un dictateur, chargé d'enfoncer un clou, et il n'est plus fait mention de peste. Il ne pouvait toutefois pas être demandé aux Romains d'il y a plus de 2000 ans d'être des experts en épidémiologie. D'autant plus quand on sait que des grands noms du XXIe siècle nous ont affirmé de manière péremptoire que la peste pangoline fera moins de morts que les accidents de trottinette et qu'elle disparaîtra dès l'arrivée des beaux jours. Pendant 78 ans, des collèges de tribuns ont remplacé de façon irrégulière les consuls. L'analyse de la période où, durant au moins 2 années consécutives, il n'y eut qu'un seul de ces 2 types de magistrature, révèle 8 alternances et 7 épisodes épidémiques.
dont 3 lors d'un mandat tribunaire. Une seule fois, après une épidémie, le tribunat fut suivi du consulat. En 400, pour la première fois, un plébéien accéda au tribunat. L'année s'étant déroulée sans trouble politique, on se livra au plaisir, l'année d'après, d'élire 3 plébéiens. Mais cette année-là, l'été, fut pestilentiel et funeste. Pour les futures élections, les patriciens mirent à contribution les dieux, affirmant que le cruel hiver de la première année avait paru comme un présage sinistre. En effet, l'année d'après, la peste ravagea Rome. Preuve éclatante du courroux des dieux, car les différences entre les ordres avaient été confondues. La crainte religieuse ne fit quasiment élire que des patriciens lors des 25 scrutins tribunaires suivants. À la fin de 3 des 4 épidémies survenues lors de consulats, des tribuns furent élus. La concomitance des 2 faits questionne, d'autant plus qu'en 412, l'épidémie fut plus effrayante que meurtrière, tandis que les 3 autres épisodes eurent des conséquences dramatiques. En 392, l'épidémie n'épargna pas les consuls. Ils durent démissionner, ce qui conduisit à l'élection de 6 tribuns. Ainsi, même si l'un d'eux tombait malade, l'État ne se trouverait pas privé de magistrats. La justification donnée par Tite-Live ne doit pas être rejetée et même à rajouter à la liste des divers facteurs qui auraient pu conduire à la création du tribunat. Au cours de la période étudiée, 15 crises céréalières sont mentionnées. Les causes supposées des famines ne sont jamais d'ordre religieux. De manière surprenante, sur une aussi longue période, peu de crises céréalières seraient d'origine climatique. Des famines seraient en rapport avec des circonstances militaro-politiques ou alors la conséquence d'épidémies qui auraient matériellement empêché l'exploitation de la terre, suggérant un taux de morbidité élevé au sein des masses laboureuses. Seuls 2 épisodes épidémiques seraient subordonnés à des famines, elles-mêmes conséquences de sécheresse, et dans les 2 cas, des affections cutanées sont rapportées. De nombreuses questions restent en suspens. Par exemple, pourquoi Rome fut autant affectée par les pestes, contrairement à ses voisins? S'agirait-il d'un biais induit par les sources, qui étaient presque exclusivement romaines, ou bien est-ce que cela correspondrait à une réalité historique? D'après Cicéron, pour établir sa cité, Romulus choisit un lieu avec des collines abruptes et jouissant d'une salubrité remarquable, tout en étant au milieu d'une contrée malsaine. Les propos de Cicéron semblent cependant plutôt refléter la situation sanitaire de sa propre époque. Mais Tite-Live souligne que lors de la prise de Rome par les Gaulois, en 390, seules les zones de basse élévation étaient pestilentielles. D'après la légende, la Rome des origines accueillit des êtres sans feu ni lieu, en marge de la société, et il est connu que les parias, les esclaves marrons, se réfugiaient souvent dans des secteurs insalubres, car ils étaient inhabités et on hésitait à venir les y chercher. La constitution sanitaire de la Rome archaïque fait partie des points qui mériteraient d'être analysés, et dans le futur, la clé de l'élargissement du champ d'études pourrait résider dans des travaux sur l'ADN ancien. Il est considéré que très tôt dans la République,
des listes des faits les plus importants de chaque année étaient déjà dressées. Toutefois, plutôt que de spéculer sur la nature des canaux de transmission, des auteurs ont cherché à évaluer la plausibilité de la tradition, concluant qu'entre autres, les mentions de peste et de famine paraissent crédibles. Mais comment détecter les parties qui, au cours du temps, ont été agrégées au noyau de réalité historique? En effet, le luxe de détails fourni par certains récits incite à la défiance. Le corpus des pestes antiques nous met en présence d'une série d'événements isolés et donc difficiles à apprécier. Toutefois, la mise en perspective avec d'autres éléments permet de faire ressortir une certaine cohérence globale qui pourrait cependant presque autant résulter du talent indéniable des auteurs que de la véracité des faits. Sur la période étudiée, des pestes ont pu avoir des conséquences catastrophiques. Mais Rome semble s'être toujours rapidement ressaisie, ce qui fait que 2 ans après une épidémie, il est déjà difficile d'en saisir la portée. Les pestes n'ont que peu ralenti l'expansion romaine, des conséquences sociétales et politiques sont indéniables. Sur le moyen terme, celles démographiques nous sont inconnues. Les épidémies ont forcément eu des conséquences économiques, comme lorsqu'elles ont induit des famines. L'impact des épizooties ne fut pas non plus négligeable. Toutefois, le butin emporté lors de pillages de villes renflouait largement les caisses et les razzias permettaient de renouveler rapidement le cheptel. Dans la Rome antique, une peste sévissait en moyenne tous les 20 ans, avec des conséquences fréquemment tragiques dans une société dépourvue, entre autres, d'antibiotiques et de vaccins, sur lesquels pourtant, de nos jours, l'anathème est souvent jeté. Encore que, des antibiotiques ont été détectés dans des eaux trouvées à Herculanum, et il était conseillé aux victimes de consommer le foie du chien enragé mordeur, préalablement un peu cuit, ce qui répond au concept de vaccination. À la lumière des connaissances et des méthodologies actuelles, l'étude des pestes du passé pourrait permettre de comprendre leur dynamique globale ainsi que leurs répercussions à tous les niveaux de la société, et donc également de retracer la lente évolution des idées et des attitudes à leur sujet. Les réponses apportées par les anciens peuvent nous paraître dérisoires, pathétiques, quelquefois innovantes et pertinentes, mais aussi révéler des dessous plus sombres.